bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lock & Pop. Moi c'est Raphaël. Moi c'est Nico. Salut Nico. Numéro un petit peu spécial étant donné que nous sommes déconfinés depuis quelques semaines. Et la vie commence un petit peu à reprendre, chacun repart un petit peu au boulot. Et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile de se retrouver pour écrire un nouvel épisode. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une petite capsule. On va prendre 3 films, on va prendre une saga en fait. Et on va vous raconter un petit peu son histoire. Et cette saga, c'est Jumanji. D'autant plus que c'est une saga qui a un petit peu d'actualité, vu que le dernier numéro est sorti en fin d'année dernière. Lock & Pop spécial Jumanji. C'est parti. Juste pour vous expliquer en fait ce qui nous a poussé à choisir cette nouvelle saga en fait qui n'en est devenue une qu'en 2016 en fait avec la sortie de Welcome to the Jungle. C'est tout simplement on cherchait encore des films sortis récemment pour un épisode de Lock & Pop et plutôt que de parler uniquement du dernier film dont on va vous parler dans quelques minutes, qu'on n'a pas énormément aimé, sur lequel il n'y a pas énormément de choses à dire, on a trouvé plutôt sympa de faire un truc sur la saga, sur la trilogie de Jumanji quoi. En retraçant depuis le début, et ce qui est intéressant en fait avec cette saga, c'est qu'elle est, comme j'ai dit, elle est assez jeune et qu'elle illustre en fait, à mon sens en tout cas, pas mal de problématiques du Hollywood actuel quoi. Donc on peut se dire. C'est ça. Écoutez, moi je vous propose qu'on commence par le début, donc par vous parler un petit peu du premier film qui est sorti en 1995, qui est réalisé par Joe Johnston et qui est un projet qui découle en fait de la popularisation des CGI, en fait des images de synthèse amenées par Jurassic Park et par ces dinosaures absolument magnifiques. Jurassic Park, ça a déclenché comme ça une espèce de mode vague où tout d'un coup tous les studios ont voulu avoir des personnages en images de synthèse dans leurs films. C'est pas du tout putassier comme, comme idée de film. Non, mais écoutez, il y a une nouvelle technologie et voilà, il faut bien l'exploiter. Et du coup, ça a donné des films comme Casper, comme The Mask, comme Dragonheart, comme Spawn aussi. Ouais. Et le truc, c'est qu'en fait, tous les personnages en images de synthèse des films que je viens de citer ont été faits par Industrial Light and Magic, donc la société d'effets spéciaux de George Lucas, ILM. Et en fait, au début des années 90, le PDG de Columbia, qui était détenu à l'époque, et d'ailleurs toujours par Sony, qui s'appelait Peter Guber, cherche en fait des trucs à adapter, des films à produire pour y insérer des personnages en images de synthèse. Et il entre en contact avec un monsieur qui s'appelle Chris Van Allsburg, qui est un écrivain de romans illustrés plus ou moins pour la jeunesse, afin d'acquérir les droits de son dernier roman qui s'intitule Jumanji. À la base, c'est un roman illustré qui était sorti en 1981. Donc Allsburg adapte lui-même son roman en scénario. Il a juste une seule condition, c'est d'écrire un personnage pour l'acteur Robin Williams. Robin Williams, d'ailleurs, qui à l'époque est très très en vogue, qui sort des cartons de Aladdin et de Mrs. Doubtfire. Et c'est comme ça que naîtra le personnage de Alan Parrish en fait quoi. Donc le scénar est ensuite réécrit par Jonathan Hensleigh, qui a écrit notamment Die Hard 3. Et le scénario est confié ensuite à Joe Johnston, qui a pas mal de succès à l'époque, qui avait notamment fait Le Chéri, j'ai rétréci les gosses chez Disney. Un putain de carton, ouais. Et le Rocketeer aussi, qui est là un petit peu moins marché. Donc deux films pour Disney. Et Joe Johnston, habitué de visual. Il était production designer sur Star Wars et il a travaillé pour ILM. Il a même été oscarisé en fait pour ses effets visuels sur Raiders of the Lost Ark, sur le premier Indiana Jones. Ouais, il y a une super vidéo du MOA qui parle du Rocketeer parce que si personne n'a vu Maman j'ai rétréci les gosses, c'est juste une tuerie monstrueuse. C'est absolument fabuleux comme film. Et avec des effets spéciaux grandioses, des références à King Kong, vraiment ça pue le cinéma. Il faut vraiment que je le vois, ça fait un moment. Et regardez la vidéo de Monsieur Mua parce qu'il parle de Rocketeer qui est pas un mauvais film dans le fond, et c'est une mauvaise prod en fait qui à la base c'était Touchstone, il devait sortir sur le giron de Touchstone et en fait pour le bien d'une sortie un peu plus familiale, passe sur le giron à Disney. Ce qui est complètement l'effet inverse, parce que c'est le public un peu adolescent que le film visait a complètement fui le film parce que ça sortait sous le giron de Disney et qu'à l'époque Disney ça voulait dire truc pour gamins. C'est clair, vraiment dommage pour Joe Johnston, oui, je suis bien trompé.
Donc voilà, c'est un habitué des productions de George Lucas et tout. Enfin, c'est un type qui était vraiment dans cette école quoi d'effets spéciaux. Et justement, les effets spéciaux vont avoir un rôle assez important dans Jumanji. Il sort donc en 1995 et cumule à ce jour 100 millions de dollars de recettes au box-office US et 262 dans le monde. 262 millions de dollars dans le monde. Ce qui en fait un succès assez sympa. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec un film qui a pas mal marché? Ben, on commence à mettre une suite en chantier. Donc une suite commence à être envisagée avec Ken Ralston à la réalisation, qui a supervisé en fait les effets spéciaux du premier film. Ok. Donc merci à lui pour la scène des singes. Entre autres, hein, j'imagine, mais c'est quand même, d'après mes recherches et tout, c'est quand même une personnalité qui est assez connue dans le monde des effets spéciaux, Ken Ralston, parce qu'il a eu 4 Oscars pour les meilleurs effets spéciaux. Il a notamment bossé sur Le Retour du Jedi, sur Roger Rabbit, sur Forrest Gump, et il a été réalisateur de seconde équipe sur The Rocketeer de Joe Johnston, quoi. Donc un pote de Johnston et quand même un gros nom des effets spéciaux. Et donc ça aurait dû en fait être sa première réalisation. Et le film aurait raconté, alors bon, j'ai trouvé ça sur un seul site internet, c'est une info que j'ai pas réussi à recouper, donc bon, prenez ça avec des pincettes. Mais c'est un scénario qui est assez bizarre, quoi, assez absurde. Ça aurait raconté en fait l'histoire d'un président des États-Unis qui trouve Jumanji pour l'offrir à son fils, avec qui il a une relation pas conflictuelle, mais disons que il est complètement débordé par ses fonctions et son fils aimerait avoir un père et non pas un président des États-Unis quoi comme père. Tu vois. Pas de Robin Williams, ça aurait été une suite directe du premier, mais en voulant raconter une autre histoire avec d'autres personnages quoi. J'imagine qu'il y aurait eu quelques petits caméos ou des petits clins d'œil au premier film, mais l'idée c'était vraiment de recommencer sans les personnages de Kirsten Dunst, Robbie Williams et tout quoi. Et donc, le président offre le jeu à son fils, il entame une partie et est aspiré dans le monde de Jumanji. Et donc là, on aurait vu le jeu en fait de l'intérieur, quoi. Donc on aurait vraiment été dans la jungle et tout machin, ce qui aurait permis à Sony, et notamment à Ken Ralston, à toute son équipe d'effets spéciaux, de s'éclater un petit peu en fait, en créant des monstres. Tu vois. Et mais je vais y revenir. Et en fait, pendant que le président est aspiré dans le jeu, le vice-président qui a toujours brigué sa place le remplace en fait, devient président à sa place. Et ben, ce vice-président, le méchant de l'histoire, en fait, aurait été incarné par Steve Buscemi. Toujours d'après l'article que j'ai lu et tout. Alors je sais pas vraiment ce que ça vaut, tu vois, mais ça aurait été un petit peu bizarre. Donc on aurait suivi en fait le président des États-Unis dans la jungle avec des animaux hybrides. Voilà. Donc petit défi pour l'équipe des effets spéciaux. Le coup des animaux hybrides, en fait, ça découle d'un acte manqué de la part de Sony. Le film avait beaucoup marché, le premier Jumanji avait beaucoup marché, mais par contre, ils n'avaient pas vendu de jouets avec. Le truc, c'est que on pouvait vendre des jouets à partir des personnages, mais ça s'arrêtait là, en fait. Tu pouvais pas vendre des jouets, par exemple, à partir des animaux qui sortaient du jeu. C'était juste des animaux, ils avaient pas de design particulier. Et en fait, c'est un truc que Sony ne faisait pas très bien à l'époque, ouais, c'est vraiment vendre des jouets à partir de leurs films. Surtout un film familial comme Jumanji qui aurait pu vendre, quoi. D'où l'idée, en fait, d'intégrer des animaux hybrides dans le seul but, en fait, de vendre des jouets, quoi. Mais le projet tombe rapidement à l'eau. Mais une simili-suite en fait va être produite en 2005 et réalisée par Jon Favreau d'après un autre roman de Chris Van Allsburg qui s'appelle Zathura et qui raconte peu ou prou la même histoire quoi que Jumanji. Mais qui est une espèce de suite un petit peu officieuse à Jumanji que personnellement moi je n'ai pas vu le Zathura. Je sais pas si non tu j'ai pas vu non plus. avec Tim Robbins entre autres qui n'apparaît, si j'ai bien compris, que quelques minutes dans le film. T'as aussi Josh Hutcherson, un des gamins de Hunger Games. Tu as ton chouchou Dax Shepard dans le film. Ouais, génial Dax Shepard. Et t'as une toute jeune Kirsten Stewart aussi, dont c'est un des premiers rôles si je ne m'abuse. Enfin bref, donc ouais, tentative avortée de faire un deuxième Jumanji dans la foulée du premier. Tentative avortée de faire un film qui aurait vendu plus de jouets, je pense. Aurait coûté beaucoup plus cher. Et aurait sans doute coûté beaucoup plus cher. Mais en tout cas, ce serait marrant de voir si certaines de ces idées ont été conservées pour le remake, reboot sorti il y a quelques années. Je pense que c'est déjà un deuxième draft du scénar, parce que c'est absolument sûr qu'on a dû proposer à Robin Williams de faire une suite, et comme on sait tous,
Robin Williams ne fait jamais. Il fait jamais de suite, il a Comme jamais Jim fait de suite Robin Williams. Donc c'est un truc où je pense qu'on a dû lui proposer parce que tout l'intérêt de Jumanji reste les effets spéciaux. Certes, on en a bien parlé, on va en reparler encore, mais c'est aussi Robin Williams quoi, qui est assez extraordinaire. Pour vous proposer une petite critique du film, bon, c'est un film que j'ai vu des centaines de fois quand j'étais gamin. C'est un film que j'aime beaucoup, que je prends beaucoup de plaisir à revoir. Je l'ai revu justement pour les besoins de cette émission il y a quelques jours. Et non, c'est vraiment un très très chouette film qui est très loin d'être parfait, mais qui a vraiment ouais ce feeling feel good des années 90 pour môme, Il se mélange. qui marche très 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 bien. Le super mélange, mais qu'il arrive toujours à faire de Johnson, c'est le mélange, notamment dans ses effets spéciaux, de réalité mixée avec le CGI de l'époque, quoi. Alors ça marche ou ça marche pas. Mais ça marche plus ou moins bien. Il y en a qui sont très bien. Notamment une scène d'animaux dans la ville avec le rhinocéros qui explose une voiture. Ça reste ancré dans ma mémoire. Tellement c'est beau quoi. C'est une séquence magnifique. Et contrario, t'as là une scène de singe en CGI qui animatronique. est assez embarrassante quoi. Horrible. C'est ça qui est un petit peu bizarre parce que bon, c'est quand même des gens très très talentueux qui sont derrière les effets spéciaux de Jumanji. Le problème que j'ai vraiment avec les singes, au-delà du fait qu'ils soient pas beaux, c'est que je sais pas ce qu'ils sont censés exprimer en fait. Genre parce que tu les vois tout défoncer dans la cuisine, dans une scène un petit peu comique. J'imagine que dans l'idée de Joe Johnston, c'était de faire une scène comique à la base. Le truc c'est que les singes ne font pas rire en fait quoi. Je veux dire, ils ont pas forcément de mimiques. Ils ont des mimiques de singes quoi. Ils balancent des trucs. C'est amusant, mais quand tu les regardes eux, ils sont moches. Et tu dis, enfin, et toi en tant que spectateur, tu sais pas si t'es censé rire ou avoir peur en fait, tu vois. C'est ça qui est un petit peu bizarre. Pourtant c'est un équilibre que le film arrive assez bien à gérer tout le long du truc, enfin, entre humour, horreur et trucs un peu pour enfants. Enfin il y a un vrai côté film d'horreur dans Jumanji quoi qui est La scène des araignées qui sont encore une fois pas très bien faites, mais je pense que c'est plus une volonté de Johnson presque, les araignées, un peu les films des années 20, l'attaque des araignées géantes, parce qu'il y a des plans comme ça qui ressemblent à l'attaque des araignées. Elles sont intéressantes, mais ça fait pas. Ouais non c'est ça pour le coup les araignées sont vraiment enfin c'est du gros du gros jouet quoi. C'est ça qui est vraiment bizarre. Et c'est con parce que le responsable des effets spéciaux pratiques s'appelle Tom Woodruff Jr. Et pareil c'est un gros nom des effets spéciaux. Il a travaillé sur les effets spéciaux de Starship Troopers, de Alien. Et de pas mal d'autres films, il a incarné un alien. Il était connu pour ça en fait, pour créer des costumes qu'il mettait lui-même. C'est notamment lui qui a conçu justement dans Jumanji les araignées d'une part, mais aussi le lion. Le lion qui c'est dommage qu'il ressemble pas à grand chose, qui ressemble pas trop à un lion déjà. Enfin on dirait qu'il est maquillé. Oui, ça c'est vrai. Mais pourtant, si vous regardez des making-of de Jumanji, vous pouvez les trouver facilement sur internet. T'as vraiment ce costume de lion avec une partie animatronique, il me semble, et cette tête avec pas mal de mécanismes pour faire avoir des expressions et tout. Le truc c'est qu'il est jamais vraiment filmé. Quand il est filmé de loin, il est remplacé par une doublure numérique en fait. Ouais. Et c'est un petit peu dommage qu'on se rend pas vraiment compte du travail qu'il y a eu derrière. On le voit que en fait en gros plan, et le truc c'est que le gros plan, tu remarques tous les défauts, ça fait vraiment costume, vraiment maquette, quoi. Le truc, c'est que j'ai l'impression que même à l'époque, certains effets spéciaux paraissaient déjà vieux, en fait. Déjà à sa sortie, quoi. Déjà à sa sortie, ouais. C'est un petit peu dommage. Mais après, il y a quand même quelques trucs qui fonctionnent très très bien. Cette espèce de charge dans la baraque d'une horde d'animaux qui dévaste absolument tout, ça c'est formidable. T'as un pélican aussi, moi je me rappelle qu'il m'avait fait pas mal marrer et tout. Et justement, tu parlais, c'est un éléphant, il me semble, qui écrase une bagnole avec justement le gamin à l'intérieur. Ouais, le gamin d'ailleurs qui est maquillé en espèce de loup-garou, truc, machin. Qui paraît un petit peu bizarre, qui est plutôt bien foutu, mais qui marche pas trop. Il ressemble à un chipmunks à la fin, c'est un peu trop, c'est un peu chelou. Ça sent un peu le melting pot, tu vois. Là, l'idée, ça sortie, t'avais Michael J. Fox dans le Loup-garou, tu vois. Tu te rappelles de ce film, Loup-garou d'High School ou je sais pas quoi. Ah ouais? Ouais, et Michael J. Fox avait joué là et ça fait un carton, donc ça pue le fait.
oh bah ça a marché, donc on va peut-être le mettre dedans. Ouais, c'est un petit mélange très bizarre. Oh, il a une queue à un moment, ce gamin d'ailleurs. Ouais, c'est ça, il a une queue dans une scène qui est qui est assez Oui. bizarre, où il demande vraiment à Robin Williams de lui sortir, tu vois. Et en plus, c'est vraiment en mode, ouais, il lui murmure un truc, et Robin Williams, ah oui, d'accord, ok, machin. Il va derrière lui et hop! C'est Gênant. ouais, c'est un petit peu bizarre. C'est Robin Williams, quoi, merde. Justement, ça va que ce soit Robin Williams. Si ça avait été un autre acteur, genre, je sais pas, Steve Buscemi, par exemple, tu vois. Ouais. Là, ça aurait été très, Ou très, l'acteur de très bizarre. Pee-wee, tu vois. Non, Paul Rubens. Un truc très glauque après quelques années, tu regardes. Bah, on digresse vachement. Je te parlais pour revenir donc à cette scène où tu vois vraiment l'éléphant qui écrase la bagnole. Je l'avais vu dans une vidéo de Gorkab, qui s'appelle CGM, dont tu as peut-être entendu parler, qui est une émission consacrée aux effets spéciaux que je vous recommande, que vous connaissez certainement d'ailleurs. Il expliquait en fait dans une de ses vidéos que le squelette numérique en fait de cet éléphant qui écrase la bagnole est exactement le même que celui du brachiosaure de Jurassic Park en fait. Ouais. Si on regarde les mouvements en fait de l'éléphant et du brachiosaure, ce sont les mêmes. Ok. Rien ne se perd visiblement, tu vois. Quand ça marche, ça marche. Donc ouais, non, franchement très très chouette film et même du point de vue du scénario qui est vraiment assez cool quoi. C'est un film qui parle de confiance en soi et comment tu vas réussir à surmonter les gens qui t'oppressent, les figures toxiques autour de toi et t'émanciper quoi. D'ailleurs pour la petite anecdote et parce que je suis sûr que pas mal d'entre vous en fait ne l'ont pas remarqué. L'acteur qui joue le père en fait de Robin Williams, le père de Alan Parrish, Ouais. qui s'appelle Jonathan Hyde, que vous avez probablement déjà vu, entre autres dans Titanic, et il a un autre rôle dans le film qui est le rôle du chasseur, Oui, je vois. qui va poursuivre Alan Parrish une fois devenu adulte, et dont on apprend en fait qu'il a traqué Robin Williams pendant les 25 ans qu'il a passé dans le jeu quoi. Le truc, c'est que l'acteur est suffisamment bien grimé pour que, et je sais pas d'ailleurs si c'est un défaut ou une qualité, pour que tu le reconnaisses pas. Du coup, quand t'apprends ça, quand tu apprends que l'acteur qui joue le père d'Alan Parrish va continuer en fait à le hanter tout au long de sa vie, vraiment à le pourchasser avec une arme, vraiment pour le tuer et pour en faire un trophée de chasse, ben, ça apporte encore une autre dimension au personnage d'Alan Parrish, quoi. C'est quelque chose qui est qui est vachement bien pensé du point de vue du casting. Je sais pas si c'était comme ça dans le scénario, mais d'avoir ouais, pris le même acteur pour jouer ces deux personnages, c'est vraiment une très 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 chouette idée quoi. Ah, c'est clair. Mais voilà, non, non, donc très chouette film qui, malgré quelques effets spéciaux un petit peu datés et pas forcément réussis, continue toujours de marcher quoi en fait. Tu passes toujours un très très bon moment quand tu vois ça. C'est du pur Robin Williams, quoi. Ouais, c'est du pur Robin Williams. Dans ces périodes avant Bicentenaire et avant la Chase the Dream, je sais pas quoi, c'est juste extraordinaire. Ouais, c'est sûr. Et la suite a été complètement évincée, enfin la suite directe a été complètement évincée. En revanche, en 2012, Sony commence à envisager un remake ou un reboot avec Matt Tolmach et William Tatler qui ont produit en fait le film original. Mais Sony en fait en fait une priorité et engage Jake Kasdan sur un scénar de Chris McKenna et Eric Sommers, réécrit par Scott Rosenberg et Jeff Pinkner. Jake Kasdan qui est le fils donc de Lawrence Kasdan. Il a écrit l'Empire contre-attaque, il a participé à l'écriture également du premier Indiana Jones, également de Star Wars 6 et tout. Donc voilà, c'est quand même un producteur, un réalisateur et scénariste assez plébiscité quoi et qui continue à officier aujourd'hui. Ouais, tous les films Star Wars qui sortent aujourd'hui sont produits à la fois par Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, et par Lawrence Kasdan. Son fils Jake Kasdan, qui avait réalisé quelques films auparavant, est engagé pour réaliser cette suite. Et le film sort en 2017, il s'intitule Jumanji Welcome to the Jungle, avec The Rock. avec casting Dwayne The Rock Johnson, Jack Black, Karen Gillan et Kevin Hart. Oh, ouais. Là, comment tu vas le défendre, ce film? Raconte-moi Comment tout. je vais le défendre? Parce que toi, tu aimes bien ce film. Oui, justement, moi j'ai bien aimé. Je l'ai vu en fait pour les besoins de cette vidéo. Et écoute, moi c'est un film que j'avais pas forcément envie de voir. Comme beaucoup de monde, hein, je voyais pas vraiment l'intérêt de faire une suite, un remake de Jumanji. J'étais
quasiment sûr que ça allait arriver à un moment ou à un autre, parce que laisser un truc comme ça dormir en fait pendant plusieurs années, c'est sûr qu'au bout d'un moment ça allait passer par la case remake, mais c'est pas un projet qui m'intéressait plus que ça, notamment à cause de l'absence de Robin Williams et de toute connexion en fait avec le premier film. Mais au final pas tellement, je détaillerai tout à l'heure. Et je dois dire que j'ai été plutôt agréablement surpris. Ah, aïe, aïe, C'est aïe. alors, enfin, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. C'est un film très actuel. C'est typiquement un blockbuster des années 2010, Ouais. avec un humour qui moi personnellement m'emmerde dans les blockbusters d'aujourd'hui. Donc un humour méta, Ouais. très même d'internet en fait. Ouais, Tu vois. générationnel, quoi. Oui, c'est ça. C'est un truc typiquement de cette génération. Enfin, faut constamment prendre du recul par rapport à la situation et se foutre de la gueule en fait de l'histoire qu'on est en train de raconter et des personnages qu'on dépeint et tout. Donc et du point de vue de la réalisation, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à défendre. Il y a beaucoup de fric, quoi, déjà. Il y a du fric et justement, c'est peut-être un petit peu une malédiction qu'il y a avec Jumanji, c'est que les effets spéciaux ne tiennent absolument pas la route. Ouais, il y a vraiment des fonds verts qui m'ont sauté à la tronche dans ce putain de film et que j'ai Déjà, trouvé absolument dégueulasse, quoi. tu dois payer The Rock, tu dois payer Kevin Hart, Mmh. Jack Black doit prendre aussi un bon petit chèque. Ouais. Il te reste plus grand chose, hein. Il y a un moment. Karen Gillan, bon, elle doit pas prendre Ouais, non, très pas très des cher masses. avec bon. Déjà, Voilà. c'est moitié de salaire parce que c'est une femme. Oui, déjà. Elle avait pas fait énormément de trucs. Ouais, elle sortait peut-être un peu des Gardiens de la Galaxie à ce Oui. moment-là, donc elle commence à se faire un nom, mais c'est vrai que encore une fois, du point de vue des effets spéciaux, mince, c'est assez embarrassant et même visuellement, le film est embarrassant. Enfin, je veux dire, c'est la foire au faux raccord. Il n'y a pas vraiment de plans qui ressortent, ni de réelle idée de mise en scène, quoi. Ouais, C'est ça qui est très dommage. Faire un film, encore une fois, alors, Coin Flip, t'avais Robin Williams dans le premier, donc même malgré les mauvaises intentions qui restent vraiment hyper mercantiles Mm. dans la sortie d'un film, là, Jumanji, le premier, ça a marché, mais le deuxième, il est tellement... Ça sent simplement juste faire un film pour renouveler les droits, quoi. Mm. C'est sûrement ça. Au bout d'un moment, tu perds tes droits d'un film, donc tu es obligé d'en refaire un. C'est pour ça qu'on a 3 milliards de Spider-Man. Ouais, ouais. Et encore une fois, c'est un melting pot. Donc t'as du The Rock, donc il faut de l'action. Il te fait son petit sourcil parce que c'est The Rock. Là, ils l'ont transposé dans le jeu vidéo, donc c'est que des blagues méta hyper limite. On parle de Fortnite, quoi. Enfin, c'est générationnel, mais l'année prochaine, tu ne comprends même. Enfin, après la sortie du film, l'année d'après, tu ne comprends même plus les blagues, quoi, parce que c'est trop codifié dans l'année de sortie, quoi. Enfin, Ah, je trouve pas. Ils font pas forcément de référence, et c'est peut-être un truc qu'on peut lui reprocher aussi, de pas cerner assez le jeu vidéo. Bon, on est en train de défoncer le film, alors que moi je vous Alors dis, que toi, quand tu l'aimes bien, moi, je le alors déteste. alors que moi, je l'ai plutôt bien aimé, contrairement à celui qui va arriver après, à The Next Level, qu'il a, et je pense c'est assez indéfendable. Qu'est-ce que j'ai bien aimé dans ce film-là? Ben, c'est juste, je trouve le film assez fidèle à l'esprit du premier malgré tout. Enfin, tout simplement, c'est une suite au premier de Jumanji. Le film commence d'ailleurs à la fin en fait du premier, quand quelqu'un découvre le jeu échoué sur une plage. Et on est toujours en 1995 et quelqu'un va entamer une partie du jeu en 1995, jeu qui va se transformer, enfin qui va passer de jeu de plateau à jeu vidéo. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça fonctionne assez bien dans le film. Et justement, ça me permet de rebondir sur un truc, c'est que sur un blockbuster de cette ampleur, je trouve ça assez chouette, même si c'est, encore une fois, c'est pas parfait, mais qu'on te parle de jeux vidéo de manière non méprisante en fait. Tu vois qu'on ne prenne pas le sujet de haut. C'est un film qui a été écrit par des gens qui aiment ça. Est-ce qu'ils l'ont vraiment compris? Je pense pas, parce que le côté jeu vidéo en fait dans le film, ça se résume à quelques gimmicks, un compteur de vie sur le bras. Bah après, t'as une vraie manière de décrire, en fait. C'est l'intérêt, enfin, je comprends ce que tu dis, en fait, la compréhension du scénariste d'intégrer des éléments de jeu vidéo dans la narration. Comme, du coup, tu peux mourir et tu peux mourir 3 fois. Et ça, c'est toujours Ça, drôle, c'est parce c'est que c'est plutôt bien pensé. Parce que, du coup, c'est pas uniquement cosmétique, et le fait de transformer le jeu de plateau en jeu vidéo, c'est que du coup, ça a des vraies incidences sur Ouais, sur la narration. ça crée des enjeux, quoi. Mm. Pour vous résumer un petit peu le film, contrairement donc au premier film, le jeu ne s'incruste pas dans la réalité. Cette fois, on suit un groupe de 4 lycéens
qui joue donc à un jeu vidéo appelé Jumanji, qui est en fait le jeu de plateau de Jumanji qui s'est transformé en jeu vidéo, qui va les aspirer en fait dans le monde de Jumanji, quoi. Donc dans une jungle tropicale avec des monuments et tout, machin, une espèce de vestiges de vieilles civilisations. C'est pas très très clair en fait ce qu'est cet univers. C'est pas clair en fait ce qu'est ce jeu. Est-ce qu'on est dans un jeu d'action et donc voilà, et en fait, lorsqu'ils sont aspirés dans ce jeu, ils prennent la forme en fait des avatars qu'ils viennent de choisir dans la réalité, quoi. Donc le personnage principal, qui est un gamin un petit peu malingre et pas très sûr de lui, va se retrouver dans la peau de Dwayne The Rock Johnson, donc complètement l'opposé. On a un quarterback qui se retrouve dans la peau de Kevin Hart, qui est un autre acteur de composition. Voilà. On a une jeune fille, pareil, pas très sûre d'elle, qui elle se retrouve dans la peau de Karen Gillan, qui est une aventurière un petit peu à la Lara Croft, bon, avec des tenues très moulantes, spécialiste des arts martiaux, machin et tout. Et, clou du spectacle, la pain bêche un petit peu du groupe, la nana superficielle, qui ne se soucie que de son apparence, qui va se retrouver dans la peau de Jack Black, en fait, qui est, je pense, le meilleur point du film, enfin, clairement... c'est ce que tu retiens tout de suite après. Enfin, Jack Black qui joue comme une adolescente de 16 ans, ouais, ça m'a absolument éclaté, quoi. Ça marche, ouais, ça marche. Il est formidable. Et il y a un truc aussi qu'il faut saluer, c'est donc pendant la quasi-intégralité du film, on va se retrouver donc avec The Rock, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black. Et le quatuor marche très très bien, quoi. Ils ont ensuite révélé en interview qu'ils avaient pris énormément de plaisir à tourner ce film ensemble. Et enfin, je pense il y a une véritable alchimie, je trouve, entre eux. Je trouve que The Rock est assez, c'est rigolo, ça, assez solide. Oh yeah! Je trouve que ouais, ça marche quand tu lui files un rôle comme ça, de gros bras, ça marche assez, quoi. Il a les skills de comédie, je trouve, pour pouvoir faire un petit peu rire. Enfin, voilà, The Rock m'a absolument pas dérangé. Le gros point négatif, je pense que ce sera Kevin Hart qui en fait des caisses et qui est vraiment pas rigolo. Karen Gillan est assez chouette aussi. Mais non, casting plutôt chouette, j'ai trouvé. Et ce que je trouve cool, c'est tout simplement ce que le film raconte, en fait. Même si, bon, visuellement, c'est vraiment aux fraises, ça on l'a détaillé un peu plus tôt. En revanche, là où je trouve que le film est plutôt raccord avec le film d'origine, c'est qu'il va te broder en fait sur les mêmes thématiques, en fait, qui vont raconter l'histoire de 4 adolescents qui vont prendre confiance en eux, quoi. Notamment pour deux des personnages principaux, d'autres qui vont s'apercevoir qu'ils étaient dans le faux. Justement, la gamine superficielle va apprendre un petit peu à s'épanouir dans autre chose, quoi, juste Dans au le contact, corps de Jack Black. dans le corps de Jack Black déjà. Et il y a de la place pour s'épanouir dans le corps de Jack Black. Mais non, chaque personnage va vraiment va évoluer d'une manière assez sympa, quoi. Enfin, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Et encore une fois, oui, c'est complètement raccord avec le premier film qui racontait peu ou prou même chose, quoi. Je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je trouve que ce que tu racontes, et d'ailleurs vous voyez dans la bande-annonce ou dans les 10 premières minutes du film, ils ont essayé de faire un Breakfast Club du pauvre, quoi. C'est vraiment 4 adolescents qui se sont chopés pour différentes choses. Ils doivent faire leur colle, donc ils sont obligés d'être ensemble alors qu'ils viennent d'univers totalement différents et se retrouvent à mieux se comprendre et à vivre ensemble à travers une péripétie. Sauf que John Hughes arrive à le faire en 1h30 dans une salle de classe. Là, t'es obligé de te taper The Rock, Kevin Hart et la jungle pour comprendre ça, quoi. L'émancipation du jeune gamin timide, je trouve qu'au contraire ça marche pas avec The Rock parce que on ressent pas du tout cette timidité et cette fébrilité dans le jeu de The Rock. Alors que je trouve que quand tu parles de Jack Black, tu parles très bien en effet cette nana qui petit à petit se rend compte que la vie c'est pas uniquement Twitter et du gloss, ça marche vraiment bien. Et pareil pour cette jeune actrice là qui joue Gillian du coup, Ouais. je trouve que ça marche super bien, elle est hyper mal à l'aise dans son corps parce qu'elle est à moitié Justement. dénudée, je trouve que ça marche super bien. Et il y a un truc qui est cool, c'est qu'il y a vraiment un truc qui se joue en fait entre ces deux personnages féminins, quoi. C'est-à-dire que l'une va vraiment aider l'autre à prendre confiance en elle, à assumer son corps et tout, à en être fière, alors que l'autre va la pousser à être un peu moins superficielle,
à s'intégrer un petit peu mieux au groupe et tout. Accepter Et, ses qualités intellectuelles qu'elle avait ouais, déjà c'est de base, ça, je pense. exactement, quoi. Et donc non, il y a vraiment un truc très intéressant qui se joue, mais le personnage principal, est-ce que sa fragilité ressort dans le jeu de The Rock? Ben oui et non, mais justement c'est parce que c'est The Rock et parce qu'il est absolument, il est indestructible en fait dans le film et il va justement y jouer un peu, il va commencer à devenir un petit peu coquille quoi, tu vois, Ouais. à pêcher un peu par excès de confiance parce qu'il est The Rock. Et non, je trouvais que ça fonctionnait assez. Ce qui était cool aussi, c'est que les avatars sont assez raccords avec les personnages en fait quoi. Le petit malingre devient un mec énorme et musclé. La meuf qui est pas à l'aise avec son corps, ben justement, devient une nana assez sexy et électrique. Bon, évidemment, t'as tout le délire autour de la meuf superficielle qui se transforme en mec de 50 ans obèse, tu vois. Middle Ouais, age, overweight, middle-aged man. Mais ouais, sans aller jusqu'à du niveau des indestructibles, par exemple. Il n'y a aucun rapport entre les indestructibles et, Jumanji, et ce J'espère, hein. Jumanji-là. Mais ce qui était très bien avec les indestructibles, qui est assez similaire en fait, qui est un truc qui est dans la même logique, c'est que les personnages ont des super pouvoirs et leur super pouvoir correspond en fait à leur fonction. C'est-à-dire que le père de famille, lui, va être un gros mec mastoc qui peut tout soulever sur ses épaules. Alors voilà, il porte vraiment sa famille sur ses épaules. La mère de famille, elle va être elle va être élastique, elle doit gérer plein de trucs en même temps, du coup elle peut étendre son corps à l'infini pour faire plein de trucs en même temps, tu vois. Le gamin, Flèche, bah lui, il est hyper rapide, enfin il est hyper Hyperactif, actif quoi, quoi, hein, ouais. comme un môme. Et l'adolescente, Violette, devient invisible et crée des champs de force. Bah, comme une gamine qui a envie de disparaître et de repousser absolument tout ce qui l'entoure, tu vois. Tout à fait. Bon, ça c'est les indestructibles, ça c'est Brad Bird, ça Voilà. c'est du génie, je trouve. Et il y a du Jumanji, donc, hein. Mais justement, je trouve ça bien que dans Jumanji, on ait un truc un petit peu comme ça, où les avatars et les personnages de base se complètent en fait, soit à l'opposé les uns des autres, mais que ce soit cohérent en fait d'un point de vue du développement du personnage en fait. C'est ça que je trouve assez chouette. Je trouve que tu donnes beaucoup trop d'importance à Jumanji. Je pense qu'il l'utilise plus pour une facilité scénaristique. Bon, une Que si tu facilité fais scénaristique. tout à coup tu te rends compte, t'es dans une situation et que ah bah oui, t'as le backpack de Kevin Hart qui peut te trouver une solution à une problématique de scénario. Mais ça, c'est des trucs de jeux vidéo qui sont mal exploités, tu vois. Ouais, Pour revenir aux jeux vidéo, les quelques gimmicks m'ont fait rire. Maintenant, c'est vrai que ils l'assument pas entièrement ce truc du jeu vidéo. Et ouais, parce que t'aurais pu avoir un côté un petit peu RPG où oui, il peut transporter plein. Il a un inventaire, tu vois, ouais, Kevin Hart. Sauf que c'est pas vraiment explicité. À part le coup des 3 vies sur le truc, le fait qu'il y ait des PNJ qui répètent tout le temps la même chose, le fait qu'il y ait des cinématiques. ouais. C'est assez light point de vue élément de jeu vidéo repris dans le film quoi. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Bah, j'aimerais pas jouer à ce jeu vidéo, à vrai dire. Bah le truc c'est que Voilà, tu sais pas trop à quoi tu joues en voilà, fait ouais, quand tu exactement. Ouais. quand tu joues à ça. Moi je sais pas trop si on était dans un truc à la Uncharted, si on était dans un Tomb Raider, pour citer des jeux d'aventure qui pourraient avoir en fait une espèce de connivence, une ressemblance en fait avec ça. Le truc c'est qu'il transforme pas en fait, il adapte pas des trucs de jeux vidéo en astuces de mise en scène en fait. Tout à fait. Tu vois, t'as pas de phase, par exemple, de phase de plateforme ou de phase de trucs, mais ni même de plans séquences un peu comme je pense qu'ils avaient la thune pour le faire, hein, de plans séquences du style de celui qu'on a dans le Tintin de Steven Spielberg, qui pour moi me rappelle beaucoup plus le jeu vidéo que n'importe quelle scène en fait de ce Jumanji quoi. Ouais, c'est ça que je trouve assez dommage quoi. Il y a un réel amour, je pense, du jeu vidéo, c'est Une ça. connaissance, du moins. Une petite connaissance du jeu vidéo, Ouais. est-ce qu'il y a une compréhension du truc? Je pense pas. Mais encore une fois, c'est un metteur en scène pas hyper talentueux. Je me rappelle d'aucun plan, quand même. Non, c'est ça qui est horrible, c'est que tu te rappelles d'aucun plan, et moi, les seuls trucs visuels dont je me souvienne, c'est des putains de faux raccords de tarés, et ouais, des trucs vraiment, et des effets spéciaux vraiment très embarrassants, quoi. Donc tu vas pas lui demander, c'est sûr, derrière, d'adapter un langage à un autre. Voilà, c'est deux langages différents, Mhm. mais quand t'as du jeu vidéo dans le film, essaie de faire ça bien. Là, ils le font pas mal, juste, je pense qu'ils le font pas trop, en fait, Ils quoi. vont pas au fond, Et quoi. ils vont vraiment pas au fond du truc, et c'est ça qui est assez dommage.
Mais bon. Mais voilà, donc pour conclure pour Jumanji, enfin, pour moi c'est plutôt une bonne surprise, pour toi c'est beaucoup moins le cas. Mais voilà, je propose, écoute, qu'on enchaîne, mais alors vraiment rapidement sur le dernier, hein, Il donc s'appelle sur la comment suite d'ailleurs? qui s'appelle The Next Level. Oh putain, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc voilà, si on veut faire un truc sur cette pseudo-trilogie, sur cette pseudo-saga, il fallait bien qu'on vous parle du dernier film adapté de Jumanji, donc qui s'appelle Jumanji The Next Level, qui est une suite directe donc de ce deuxième film. Très rapidement en plus. Non mais ils l'ont fait hyper rapidement. Ouais, bah ils l'ont fait l'ont assez rapidement, enchaîné, il est sorti en 2019, bon, il a mis 2 ans à se faire. Putain, c'est que dalle. Ouais, c'est Ouais, ça. va, quoi. C'est en règle générale, c'est ce qui se fait quand t'as un blockbuster qui marche bien et qu'ils veulent en faire une suite. Hein, T'as eu 2 semaines et demie dans tes chiottes pour écrire le scénar, quoi. ouais. Et là, je pense qu'ils ont vraiment eu 2 semaines et demie dans les chutes pour écrire le scénar parce que non, bah voilà, on va passer assez rapidement sur The Next Level. Moi, ce que j'en ai pensé très rapidement, c'est que c'est une redite complète du précédent film. Mais en moins bien en fait, sans les qualités qui ont fait celui d'avant, mais avec tous les défauts, et même plus. Un truc qui m'avait saoulé, d'ailleurs oui dans le premier film, c'est son humour, tu vois. C'est-à-dire que, ok, t'as des personnages qui moi je trouve sont bien écrits et tout, qui fonctionnent assez bien, mais plutôt que de développer l'univers et tout machin, ils vont te faire une blague de tub. Et juste, mais y a pas de problème, hein, ça peut faire marrer les blagues de tub, y a pas de souci, mais non seulement ils vont te faire une blague de tub, mais en plus ils vont te consacrer une putain de scène à cette blague de tub, tu vois. Bien que vous compreniez que c'est une tub. Ouais, c'est ça, vous compreniez qu'il y a une adolescente de 16 ans dans le corps d'un gars et que, oh mon dieu, elle a une bite, quoi. Mais voilà, enfin, et c'est con, enfin, tu peux faire une blague là-dessus, ok, très bien, on a compris, mais ils vont vraiment te faire une blague où les autres gars lui apprennent à pisser. Mon dieu que c'est lourdingue. C'est long, gênant. C'est long, c'est hyper gênant et ça a rien à foutre là et le truc c'est que j'ai l'impression que c'est uniquement ce qu'ils ont gardé du premier pour faire ce deuxième film quoi. Une complète redite avec les mêmes thématiques sauf que les gamins ça y est, ils ont pris confiance en eux, ils ont appris des trucs. Faites-leur apprendre d'autres trucs quoi Si et je ça peux raconter hyper rapidement, mais en un pitch de 4 phrases. C'est un an plus tard. Le premier se passait en terminale. Maintenant, ils sont plus ou moins tous à la fac. T'as la blonde qui était dans le corps de Jack Black qui part en bénévolat en Afrique au Bénin. Je me rappelle plus. Cyborg, lui, il est à la fac où il est quarterback. Larousse, elle, est à la fac et grâce à son expérience dans Jumanji se révèle totalement. Elle est sûre d'elle, elle a des amis, elle a un nouveau look. Et le petit timide, lui, a toujours pas. Il a eu un syndrome post-traumatique de Jumanji 1 Ouais. où il est à la fac à New York, ça se passe mal, il est loin de ses amis, il est toujours aussi peu sûr de lui, il travaille à Walmart et il se fait défoncer parce que c'est un middle class qui a pas d'argent et que c'est l'enfer. Et du coup, son envie, c'est absolument de retourner dans Jumanji pour retrouver sa force et son charisme de The Rock. Ce qui est un très chouette point de départ, hein, je trouve. Oui, tout à fait. J'ai aimé retrouver ces personnages déjà. Même les gamins sont assez cool quoi Ça va. et tu les avais vus dans le premier film vraiment au début du film ils pouvaient pas se blairer les uns des autres enfin ou du moins ils s'aimaient pas trop ils étaient pas sûrs d'eux enfin il y avait pas énormément d'alchimie entre les acteurs et là tu les retrouves c'est comme s'ils avaient vraiment vécu toutes ces aventures ensemble et ouais moi, j'avais beaucoup aimé justement retrouver le petit timide qui a pas vraiment réussi à maintenir en fait ce qu'il avait appris dans le premier et le fait qu'il veuille vraiment retourner dans Jumanji pour être à nouveau The Rock parce que limite à un côté un peu addiction là-dedans, Ouais, j'avais trouvé ça super. C'est un vrai retour aussi à des éléments où là, pour le coup, scénaristiquement et au niveau de la réalité, c'est aussi un peu ça. Où quand t'es un vrai joueur, t'as envie de retourner dans le personnage. Certaines personnes ont envie de retourner dans ce personnage-là parce que c'est un univers totalement féerique où t'es au premier plan et t'as un vrai contrôle sur ta vie. Et c'est ça où les premiers quarts d'heure est hyper intéressant parce que ce gamin-là, donc à la fin, donc ils sont tous dispersés, ils se retrouvent tous pour une sorte de réunion pour tous se revoir hein, pour les fêtes de Noël, il me semble.
Et là, le jeune timide décide de reprendre son jeu vidéo, le jeu vidéo cassé qu'ils avaient défoncé à la fin du premier. S'ils détruisent le jeu à la fin à la fin de celui d'avant. Tout à fait, et il le reprend pour le refaire fonctionner, pour qu'il lui retrouve ce bien-être dans la peau de The Rock. Et c'est hyper, comme point de départ, je trouve ça cool. C'est une très bonne idée. Ouais. Et encore plus, alors on va peut-être en parler tout à l'heure, ou là maintenant très rapidement, le seul bon point du film, je trouve, c'est ce côté où, donc à la fin du premier, le timide et la nana mal dans sa peau sont ensemble, ils sont en couple. À la fac, ça se passe mal, la distance, ça fonctionne pas. Et ce que j'aime bien dans le deuxième, c'est que le timide, en fait, ce couple n'est valide que à travers des avatars. Et je trouve ça assez intéressant sur le principe où ils ne peuvent que se kiffer à travers des avatars totalement superficiels. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant comme point de vue. Et je trouve moi je trouve cette idée hyper glauque et ils le font plutôt bien. Ben, ils le font plutôt bien, oui et non, c'est-à-dire que moi, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Moi, je l'ai pas interprété comme ça, mais c'est une chouette interprétation, hein. C'est vrai. Je pense que c'est pas du tout exploité dans le film. Je sais même pas si eux-mêmes en étaient conscients, en fait. Parce que elle est toujours amoureuse de lui. Oui, en fait, tout à fait. Lui aussi. Donc, Virevoltnan, vous allez voir le film de toute façon, vous savez très bien, vous êtes pervers, vous allez regarder ce film. Et manque de bol, le jeune timide ne retombe pas dans la peau de Chris Rock, de The Rock, pardon, ça aurait été plus drôle, mais il retombe dans la peau d'une voleuse chinoise, une femme chinoise. Et du coup, c'est assez drôle, ça me fait marrer. Mais le couple se remet ensemble uniquement quand lui retourne dans la peau de The Rock. Ouais. Alors que ça aurait pu être très drôle d'avoir des images d'un couple à travers un avatar féminin. Ouais, avec un autre avatar féminin. Et c'est intéressant. Mais ils l'ont pas du tout fait. Je pense que c'est un peu limite à raconter aux États-Unis pour des gamins de 12 ans. Oui, on n'est pas encore là. Ça aurait pu être tellement drôle, ça aurait pu être un truc hyper intéressant. Ouais, non, c'est sûr, ça. Parce que c'est un vrai discours transgenre sur le. Peu importe ton physique, l'amour reste encore là et ça aurait pu être un vrai truc à dire, quoi. Enfin, t'aurais pu faire ça. C'est vrai qu'ils auraient pu jouer à fond le transhumanisme. Oui, en fait, pardon, oui, tout à fait, transhumanisme, tout à fait. Ce qu'ils faisaient plutôt bien dans le premier, mais c'est vrai que là, ça marche pas trop. Et le truc, quand je dis que c'est une redite du premier, c'est que on a de nouveaux personnages qui se greffent à ce groupe. On a les personnages de Danny DeVito et Danny Glover. Ouais. Danny DeVito, en fait, qui est le grand-père du gamin timide, qui a eu une amitié avec Danny Glover, qui est un vieil homme, voilà, de son âge. On apprend qu'ils ont tenu un resto ensemble et que l'affaire a capoté parce que Danny Glover a voulu prendre sa retraite et qu'il a laissé son collègue un peu dans la merde, quoi. Et donc on va s'intéresser un petit peu à ces deux vieux, donc incarnés par Danny DeVito et Danny Glover, qui vont être aspirés à leur tour dans Jumanji avec les autres gamins. Danny DeVito va entrer dans la peau c'est super bizarre de dire ça. Danny DeVito va entrer dans la peau de The Rock, tu vois. Donc voilà, ouais. Danny DeVito va avoir The Rock comme avatar, tandis que Danny Glover va avoir Kevin Hart. Et pourquoi pas, honnêtement, avoir ces deux nouveaux personnages et tout, avec une amitié brisée à reconstruire. Ça aurait pu fonctionner. J'ai absolument rien contre ce genre de petits trucs. De vieillards qui se retrouvent dans la peau de deux jeunes gens. C'est 3 blagues quand même. C'est ça, mais en fait c'est que des blagues. C'est ça le truc, c'est que cette histoire n'est quasiment pas traitée, elle est complètement jetée à la poubelle. C'est uniquement prétexte à ce que The Rock et Kevin Hart, dont l'alchimie entre les deux fonctionne bien, enfin tu sens qu'ils sont potes et tout, mais c'est uniquement prétexte à ce que les deux acteurs s'envoient des fions pendant absolument tout le film. Voilà, à ce qu'ils s'engueulent pendant absolument tout le film, sans jamais que leur amitié soit réellement palpable, quoi. Et c'est un truc qui n'aboutit. Ça devient complètement accessoire. Et c'est ça qui est dommage, c'est que du coup, The Rock et Kevin Hart, ils étaient pas hyper serious business dans le premier, mais là, ils ne font que des conneries en arrière-plan, quoi. C'est à peine s'ils tapent, non, ils sont vraiment là pour se faire des blagues entre potes, quoi. Ils n'ont absolument rien à défendre, quoi. Leurs personnages ne sont absolument pas écrits. Et d'ailleurs, un des points de départ du film, c'était le fait que cette fois les avatars aient un petit peu changé, que les gamins ne se retrouvent pas dans le même avatar que dans le premier. Donc c'est-à-dire que la gamine timide va, elle, se retrouver dans le même avatar, ça c'est la seule, je pense, qui a le même avatar. C'est ça, ouais. La Bethany, la meuf superficielle,
elle n'est pas dans le jeu. Enfin, en tout cas pas pour l'instant. Le quarterback, lui, va devenir Jack Black. Il y a des switches en fait de joueurs et d'avatars, qui est une idée, oui, qui est complètement défendable. Le truc, c'est que très rapidement dans le film, eh ben, ils reviennent à la situation initiale, quoi. À travers un magnifique twist divinement bien écrit, une scène incroyable. Oh non, c'était absolument... C'est un lac, tu sautes dedans et tu switches de personnage. Ouais, c'est absurde. C'est une manière de... Ouais. Il y avait vraiment 2 semaines pour écrire Oh cette non, merde, mais c'est hein. clair, mais justement, le truc c'est il tente des trucs, il introduit de nouveaux personnages, le truc c'est qu'il n'en fait absolument rien, et il fait même du rétropédalage dans son film. Tout à fait. C'est-à-dire que tous les trucs où on switch les avatars et les joueurs, au bout d'un moment il abandonne complètement l'idée pour revenir au schéma du premier, parce que je pense qu'il savait vraiment pas quoi faire de ces personnages, et c'est ça le problème, c'est que moi ce que j'avais aimé dans le premier film, c'est les personnages et leur progression. Là les personnages ne traversent absolument rien, quoi, malgré le point de départ vachement intéressant du premier, et même en termes, justement, en termes d'idées, de rebondissement et tout, vache, là tu te demandes ce qu'il aurait passé par la tête, quoi. Donc il y a ce truc, donc comme tu dis, de ce lac dans lequel il plonge pour reswitcher de personnage, c'est ce qui n'a aucun sens, et surtout t'as un personnage, on vous dira pas lequel, un personnage du premier, qui, en se connectant au jeu, a pour avatar un putain de cheval. Donc on parle d'un cheval, un vrai cheval. Ouais, un vrai cheval, ouais, un cheval dans le film, il est beau, il est noir. Ouais, non, juste, c'est un canasson, quoi. Avec une autre blague de Tub, du coup. Ah, il y a une autre blague de Tub? Ouais. Ouais. Putain, j'allais dire, je me souviens, bon là, ils sont pas allés jusqu'à faire une blague sur la Tub du cheval et tout, mais si. Si. Oh putain, je m'en souviens. Ouais. La vache. Ouais. J'ai dit, il faudrait que je le revoie, mais non, il faudrait pas que je le revoie parce que c'est absolument non, horrible. non. Mais voilà, non, c'est idée absurde sur idée absurde. Et je dis, mais les gars, vraiment, vous étiez pas du tout inspirés, quoi. Et bon, visuellement, du point de vue de la mise en scène, c'est la même tambouille que le premier, c'est-à-dire des effets spéciaux dégueulasses, peut-être un peu moins dégueulasses que dans le premier, mais toujours, à mon sens, un peu dégueulasse. Je pense qu'il y a eu un peu plus de budget sur celui-là. Je suis pas sûr. La scène des singes et des ponts est catastrophique. Ah, mais justement, c'est la seule scène que j'ai bien aimée, moi, tu vois. Putain. Je suis d'accord, elle est moche. Mais le truc, par contre, que j'ai bien aimé dans cette scène, c'est que c'est la seule scène des 2 films où là, j'ai l'impression de voir un truc de jeu vidéo réellement adapté au cinéma, quoi. Ouais. C'est une scène de plateforme. Déjà, t'as une idée de décor. Donc ces ponts suspendus, je trouve que ça marche plutôt bien. Ils sont suspendus à du rien, en plus, tu vois, comme mais j'ai ça, comme dans un jeu vidéo, ils sont vraiment suspendus au ciel, comme dans les jeux de Spider-Man où tu tisses ta toile directement sur le ciel et hop, voilà. Donc ça c'est plutôt rigolo comme gimmick. Mais voilà, c'est une scène noyée dans un film qui n'a absolument ni queue ni tête, quoi. Je te rappelle juste dans cette scène-là, Jack Black, du coup, a dans sa fiche de personnage un nouvel élément qui s'appelle la géométrie. Du coup, c'est lui qui aide le groupe à aller de plateforme en plateforme parce que, apparemment, il faut être bon en géométrie. Ouais, il dit, c'est l'équi, c'est un triangle isocèle, donc on peut passer comme ça. C'est ça, hein, c'est le début. Et c'est extrêmement gênant. Quoi ? C'est dommage. Ça aurait été rigolo d'avoir des skills de personnages qui servent pour des situations et pour d'autres et tout, hein, comme dans un jeu vidéo, mais ça, encore une fois, ça n'est pas fait. Ils ont essayé, à travers ça. À travers ça, ouais, d'avoir... Ils ont essayé. Par exemple, il y a Kevin Hart qui maintenant peut parler aux animaux, donc il parle aux dromadaires. Ah oui, c'est vrai. Et c'est toujours gênant, parce que en fait, c'est pas un plus dans ton histoire, c'est un comment te débrouiller en termes scénaristiques pour régler une situation. Oui, c'est ça, ouais, c'est de la paresse. C'est uniquement ça, quoi. Le film il m'a vraiment paru être un enchaînement de sketchs. On arrive à un endroit, il y a une situation, on la résout, on va dans un autre endroit, il y a un problème, hop, on le résout et ainsi de suite, quoi. Le climax de ça, c'est quand même... donc on vous a dit que une personne s'est transformée en cheval, donc il sort de la jungle pour monter dans un univers totalement enneigé à la Game of Thrones. Avec un acteur de Game of Thrones d'ailleurs qui joue le méchant. Il doit monter une montagne enneigée avec au sommet la forteresse. Ouais, c'est ridicule. Sauf que bon... Quand tu vois qu'il y a t'as le cheval, donc tu te dis, bon, comment tu vas faire scénariste, comment tu vas faire du coup il se fait capturer. Il faut bien. T'es con quoi. Mais non, c'est ça, les ficelles du scénar, tu les vois, tu les vois tout de suite. Et puis même, moi je me rappelle, parce que t'as vraiment The Rock et Karen Gillan qui sont en train de monter la montagne avec des piolets en mode, alpinisme, tu vois, machin. Et à un moment, ils font une pause. Donc là, ils arrêtent juste d'escalader, ils sont chacun accrochés à leur piolet.
Le truc, c'est que tu vois qu'ils sont vraiment sur le sol. Genre, ils ont vraiment les mains posées sur enfin, accrochées au piolet, mais ils se suspendent pas, quoi. Tu sens vraiment le décor en carton, avec un fond vert dégueulasse derrière, et un espèce de ventilo qui leur crache un petit peu de vent pour faire bouger leurs cheveux. Mais Bon, pas dans trop, le... parce que bon, Mais pas la trop, coiffeuse, elle non, va c'est gueuler, clair. sinon. Mais tu vois, enfin, ils bandent même pas leurs muscles, tu sais, ils sont vraiment là, devant un mur, et ils parlent, c'est tout. Alors qu'ils sont censés être à des centaines de mètres pour escalader le truc, non, enfin, l'AREA est catastrophique, quoi. Ça, c'était aussi dans le premier. Mais là, vu que t'as absolument rien d'autre pour contrebalancer ça, ben, tous les défauts te sautent à la tronche, quoi. Quasiment plus aucun rapport avec le film de Joe Johnston. À part à la fin, on apprend, il y a une actrice du Joe Johnston qui revient à la fin du film, ce qui est vraiment le seul truc qui rattache un petit peu le film ben, à l'original, quoi, hein, je pense. Ce personnage, c'était la tante de Judy et Peter dans le film de Joe Johnston. Ça s'arrête là, et le film se termine sur une magnifique scène post-générique, où on sent qu'on va nous faire, mais cette fois, un véritable remake du film de Joe Johnston, je pense. Pourquoi pas? Est-ce qu'ils vont le faire réellement? Moi, j'ai un gros doute. Non, si, ils vont le faire, ils l'ont annoncé il y a quelques jours, ils vont entrer en tournage dans pas longtemps. Ouais, non, mais c'est cousu de fil blanc, et évidemment qu'ils vont le faire. Parce que, enfin, j'espère que The Rock se calme un peu sur les gros films comme ça de merde. Ouais, Et- qui se confie à des réas qui peuvent l'utiliser Bah, bien sûr, il a les capacités. entre guillemets à bon escient. Oui, il a les capacités, il est pas plus mauvais qu'un Schwarzenegger. Attention à ce que tu dis. Non, 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 mais Attention. le truc avec Schwarzenegger, c'est qu'il a su se placer entre les mains de réas qui ont vraiment su se servir de son image, en fait, que ce soit John Milius, Conan le Barbare ou McTiernan, dans Predator, ouais, évidemment Cameron dans Terminator, c'est des mecs, ils ont un gars comme ça, en face d'eux, bah, ils vont le faire jouer à un gros bras, inexpressif, des persos qui sont complètement raccords avec le personnage Arnold Schwarzenegger, quoi. Et je pense que The Rock, ce serait bien qu'il fasse la même chose, plutôt que chercher à chapeauter absolument tous ses films qui se laisse diriger, je pense, tu vois. Mais non, bah écoute, voilà, c'est à peu près tout. Donc sur Jumanji The Next Level, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Fuyez. C'est ça. Mais sinon, non, vous pouvez largement vous en passer. Moi, je vous conseillerais de vous arrêter à celui d'avant. Mais du coup, ce qui moi m'avait intéressé, enfin, dans cette saga, bah, c'est qu'elle est, je pense à mon sens, révélatrice d'une manière dont Hollywood fonctionne aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire avoir une major comme ça, comme Sony, qui est véritablement en mal, je pense, de franchise à exploiter. Et qui, au début des années 2010, avec ben, l'explosion des sagas Marvel et tout, des Cinematic Universe, ben, a cherché à développer lui aussi ben, des univers à exploiter, des franchises à exploiter, en vue de créer des univers étendus. Je pense que les raisons qui ont poussé Sony à produire Jumanji sont, à mon sens, à peu près les mêmes que celles qui les ont motivés à faire The Amazing Spider-Man ou plus directement à faire un Men in Black 4, tu vois, sans Tommy Lee Jones et Will Smith. C'est clair. Donc je pense que c'est quand même ces deux derniers Jumanji, je pense que c'est vraiment des films qui témoignent à mon avis d'une grosse détresse de la part de Sony de ne rien avoir réellement à proposer, de ne rien avoir déjà de neuf à proposer et surtout de développer des franchises basées uniquement sur de la nostalgie et sur des succès passés qui n'en demandaient pas tant en fait. Voilà, à quel moment tu reprends un film comme Jumanji pour en faire une franchise alors que pendant 20 ans, il y a rien eu dessus, quoi. Enfin, je veux dire, moi je trouve ça assez absurde et amusant, en fait, quoi, d'avoir un studio comme ça qui, qui vraiment est dans la merde, c'est qu'il est dans la merde. D'autant plus qu'ils se sont fait pirater en 2014 avec le Sony Leak qui a révélé tous leurs plans au grand public et qui a révélé vraiment le cynisme de ce genre de truc. Moi, je trouvais plus que Jumanji, c'est juste un prétexte pour rassembler The Rock et Kevin Hart. Un prétexte comme un autre, comme CIA, pourquoi pas, hein. Sauf que Jumanji a déjà une base de fans. Donc déjà, tu peux asseoir plus ou moins, avoir une projection en termes de box-office. Tu peux les foutre n'importe où. Sauf que là, c'est Jumanji, tant mieux, parce qu'il y a une petite base de fans. Donc en plus, c'est un peu plus sympa. Donc voilà, vas-y, on le fait. Ouais, mais le truc c'est si tu veux faire une franchise à partir d'un truc comme Jumanji, tu te bases pas uniquement en fait sur la nostalgie parce que vous savez, le film a quand même une aura et tout, il est apprécié. Il y a des gens qui sont vraiment nostalgiques de ça. Enfin,
Voilà, on vient d'une période de nostalgie des années 80, on va enquiller sur une période de nostalgie, je pense, des années 90, enfin, en toute logique, je pense que c'est ce qui devrait arriver. Jumanji s'inscrit peut-être dans ce truc-là. Le truc, c'est que tu peux pas développer une franchise uniquement sur la nostalgie d'un seul film, enfin voilà, Jumanji, c'est pas Ghostbusters, c'est pas Jurassic Park, tu vois, ça a pas l'aura, en fait, de ce genre de film. C'est un film qui a très bien marché, et qui n'a pas eu de suite, qui est juste un truc un peu isolé dans le temps, auquel on aime bien revenir une fois de temps en temps pour se faire plaisir. Est-ce que ça suffit pour développer une franchise derrière? Je pense pas. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont pris The Rock et Kevin Hart, en fait. C'est parce que c'est des mecs qui marchent très très bien en ce moment et qui peuvent porter, en fait, cette franchise sur leurs épaules, tu vois. Je pense que t'auras un Mrs. Doubtfire avec Chris Rock et Kevin Hart. C'est très probable. T'auras un Flubber ou... Ouais, les fonds de tiroir. Ils ont produit des trucs vraiment cool. Enfin, moi, je suis très très fan des Spider-Man de Sam Raimi. C'est un studio qui a une histoire assez intéressante. Moi, je suis en train de lire Hit and Run et tout, et j'espère un jour pouvoir vous parler de ce bouquin qui retrace les années de deux producteurs qui sont Peter Gober et John Peters à la tête de Sony et qui ont produit des films, oui, comme Jumanji, aussi comme Wild Wild West ou ce genre de trucs, et qui ont vraiment coulé coulé un peu la baraque. Voilà, c'est un investisseur japonais qui arrive et qui veut s'implanter sur le paysage hollywoodien, et ça va se passer d'une manière assez absurde. Et le truc, c'est que c'est un studio qui j'ai l'impression, n'a jamais vraiment réussi à sortir la tête de l'eau, qui cherche à surfer sur des modes, mais qui, malgré tous ses efforts, n'y arrive absolument pas. Et je pense que Jumanji, est la résultante, en fait, de cette volonté-là, quoi. Netflix-like, quoi. C'est comme une production Netflix. Netflix adore ce genre de projet parce que pour un référencement, c'est absolument fabuleux. T'as The Rock, Kevin Hart, action, comédie, nostalgie. Et c'est parfait pour un référencement. Et c'est sûr que ça marche sur des plateformes comme ça. Non, c'est sûr. Est-ce qu'il va sortir au ciné? Ah oui, c'est sûr. Attends, t'as The Rock, il va pas faire un truc direct tout Netflix, hein. Tout le monde le fait maintenant. Pas si grave, hein. Tout le monde fait sauf que The Rock, faut dire ce qui est, il marche très très bien au cinéma. Non, à voir en fonction de ce qui va se passer après ce lock, cette pandémie. On verra bien. Ouais. Moi, je suis quasiment sûr, en fait, qu'ils vont, pour le prochain Jumanji, faire appel à une partie du casting de l'original, tu vois. Moi, je vois bien une Kirsten Dunst revenir, peut-être pas le gamin, parce que je crois pas qu'il ait fait énormément de trucs derrière, celui qui jouait Peter dans le premier. Ils ont dû avoir l'idée, en fait, de faire un peu une Jurassic World 3, en fait. Donc de faire revenir du Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern. Le truc, c'est que, bon, dans le premier Jumanji, t'as pas vraiment de tête d'affiche comme ça. T'avais Robin Williams, mais évidemment, tu vas pas pouvoir le faire revenir, sauf, je sais pas, en deepfake ou... Non, mais sans aller jusque-là, je pense que juste l'image parle d'elle-même. C'est que la nostalgie, c'est de revoir les animés dans la ville, quoi. Avec, s'il vous plaît, de meilleurs effets spéciaux. Écoute, moi je te propose qu'on conclue là pour ce petit épisode sur Jumanji. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a amusé. En tout cas, nous, je pense qu'on s'amuse toujours plus ou moins à enregistrer ces trucs, hein. Moi j'aime bien. On a des bières en short. C'est ça, on est en short, il fait beau, on est à l'extérieur, on est déconfiné, on a des bières. En tout cas, on apprécie le moment, quoi. Écoutez, on vous embrasse, on espère vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode qui sera sans doute un épisode normal de Lock & Block, qui est toujours en cours d'écriture. On vous tient au courant très très vite. Ok, à très vite. À très vite, messieurs, dames, bye.